Chères sœurs, chers frères, chers amis, eh bien bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'un thème qui a inspiré ma thèse sur le mandat représentatif. Tu vas vite le comprendre. Le mandat représentatif est un mécanisme qui est au cœur de la démocratie politique représentative. Alors, qu'est-ce que le mandat représentatif? Avant de lui donner le qualificatif de représentatif, il faut d'abord chercher la signification simple du mandat. Qu'est-ce qu'un mandat? Selon le dictionnaire Le Petit Robert ou encore le dictionnaire du vocabulaire juridique Gérard Cornu, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. La personne qui donne le pouvoir est le mandant. Celle qui reçoit le pouvoir est le mandataire. On pourrait parler dans ce cas de procuration ou de contrat. Par conséquent, le mandat pourrait prendre plusieurs formes et avoir plusieurs qualifications. La forme et la qualification du mandat qui nous intéresse aujourd'hui est le mandat représentatif. La définition du mandat représentatif peut être simple. Il s'agit du pouvoir que le peuple confie à ses représentants qu'il a élus. Quelles sont donc les caractéristiques particulières du mandat représentatif? Quelles sont ses conséquences sur la démocratie politique représentative? Eh bien, à titre de rappel, tu dois savoir que la démocratie politique représentative est cette variété de gouvernement dans laquelle les décisions d'intérêt collectif sont prises par un groupe d'individus désignés sous le terme générique de représentants, sélectionnés au moyen de procédures diverses, dont la plus courante et la plus légitime est l'élection par le corps des citoyens. Par conséquent, au cœur de la démocratie politique représentative, la relation entre les gouvernants et les gouvernés se situe au niveau du mandat représentatif, grâce auquel les gouvernés vont donner le pouvoir aux gouvernants d'agir en leur nom. On sait que le fait d'élire, c'est choisir. On sait que le fait d'élire, c'est renoncer aussi. Et donc, actuellement, il n'y a en démocratie d'autorité légitime qu'issue de l'élection. L'élection fournit au gouvernant un titre pour agir et pour commander. Elle fonde le pouvoir des gouvernants en même temps qu'elle justifie l'obéissance des gouvernés. Dès lors, les électeurs, à travers les élections, donnent un mandat aux élus qui permet à ceux-ci d'agir à la place des électeurs. Tel est le mandat représentatif, qui est donc au cœur de toute la construction du gouvernement représentatif. Pour répondre à notre première question, on peut dire que le mandat représentatif dispose de plusieurs règles fondamentales qui les caractérisent. On parle là des caractéristiques du mandat représentatif. De ce fait, le mandat peut être national ou général, libre, parfait et irrévocable. Premier point, le mandat est d'abord national ou général. Les représentants, dans ce cas au niveau national, sont certes élus dans le cadre d'une circonscription électorale, mais ils représentent la nation tout entière. La circonscription n'est autre
que le découpage administratif qui permet la bonne tenue d'une élection. De ce fait, c'est l'ensemble du corps des représentants qui est concerné par le mandat. Par conséquent, la fonction de représentation est remplie collectivement. Par exemple, un député seul ne représente personne. C'est l'ensemble des députés pris collectivement qui représentent la nation. L'élu représente la nation tout entière et non la circonscription qu'il a désignée. C'est pourquoi le candidat à une élection nationale n'est pas obligé d'apporter la preuve d'un rattachement quelconque dans la circonscription dans laquelle il sollicite le vote des électeurs. Deuxième point, le mandat est libre. En effet, le mandat donne à l'élu un pouvoir discrétionnaire. L'élu est libre d'agir à son gré et à sa guise. Les électeurs de la circonscription de l'élu ne peuvent en aucun cas l'obliger à prendre une position quelconque. En effet, ils ne peuvent pas lui donner d'instructions claires et précises sur la politique à suivre. Tout mandat donné à l'élu avec des remarques sur la conduite à tenir est nul et non avenu. Le mandat représentatif s'oppose donc au mandat impératif. Eh bien, un mandat est dit impératif lorsque le représentant doit, sous peine de sanctions diverses, exécuter scrupuleusement et strictement les instructions de ses mandants. Dans le mandat impératif, le mandant trace précisément la conduite du mandataire. En effet, c'est la théorie du mandat en droit civil qui est transposée dans le domaine politique. Ainsi, les électeurs d'une circonscription donnent à leur élu, par l'élection, le mandat de gérer les affaires publiques à leur place et en leur nom. Entre l'élu et les électeurs de sa circonscription, il existe des rapports juridiques dérivés de ce mandat qui impliquent en droit une surveillance constante de l'élu par l'électeur. La liberté de l'élu est entravée par un tel mandat. C'est pour cette raison que le mandat impératif est interdit dans la plupart des démocraties politiques représentatives. Avec l'interdiction du mandat impératif, l'élu n'est en aucun cas lié par des instructions qu'il aurait reçues de l'électeur. C'est le cas en France où, au terme de l'article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958, tout mandat impératif est nul. La prohibition du mandat impératif répond à un besoin d'intérêt général. Un problème de compatibilité entre le mandat impératif et le fonctionnement des parlements modernes qui nécessite qu'on laisse de l'initiative aux députés, qu'ils ne reviennent pas constamment devant les électeurs pour demander leurs instructions, eh bien, ces problèmes de compatibilité existent. Le principe fondamental de la démocratie politique représentative se trouve donc dans la consécration du mandat représentatif et dans l'interdiction du mandat impératif. Le mandat, dans un troisième point, est parfait et irrévocable. En règle générale, l'électeur ne peut en aucun cas révoquer son représentant dans le cadre de la démocratie politique représentative. Le représentant dispose de la plénitude d'attributions avec un mandat illimité, incontestable et indiscutable de la part de l'électeur. L'électeur n'est pas normalement en mesure de demander la démission de son représentant, par exemple. Il ne peut pas contester sa décision ni la discuter. Certes, le mandat représentatif procure à son titulaire une garantie d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis des électeurs, mais celui-ci ne saurait donner un chèque en blanc à l'élu. Il y a donc des nuances. Par exemple, lors d'une campagne électorale,
l'élu est obligé de revenir devant les électeurs en vue de briguer un nouveau mandat. Et en ce moment-là, l'électeur peut le sanctionner. Donc, le mandat représentatif est nécessaire pour le bon fonctionnement de la démocratie politique représentative. L'élu dispose de garanties appropriées pour agir en lieu et place des citoyens. Néanmoins, le mandat représentatif ne peut s'exercer sans conséquence sur le fonctionnement de la démocratie politique représentative. Cela nous amène à notre deuxième question, c'est-à-dire quelles sont les conséquences du mandat représentatif. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de démocratie sans élus. Cela va sans dire. Il n'y a pas d'élu non plus sans mandat représentatif. Le mandat représentatif est au cœur du fonctionnement de la démocratie. Il dispose de conséquences importantes sur le mécanisme de gestion du pouvoir politique. Ces conséquences peuvent être de plusieurs ordres, donc. En effet, l'adoption du mandat représentatif et sa mise en œuvre favorisent la crise de la démocratie politique représentative. Le mandat représentatif exacerbe l'antiparlementarisme et la frustration des gouvernés envers les gouvernants. Le mandat représentatif provoque une démocratie des promesses non tenues. En l'occurrence, le mandat représentatif ne permet pas aux électeurs de donner un programme clair à exécuter à l'élu. L'exercice du mandat représentatif est aussi souvent éloigné des citoyens qui peuvent ne pas se sentir concernés par les mesures prises par les représentants. Ces derniers ne peuvent pas représenter tout le monde. Il n'y a forcément pas de coïncidence entre la volonté du peuple et celle des élus. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau disait en ces termes. La souveraineté ne peut être représentée, je cite, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale. Et la volonté générale ne se représente point. Elle est la même ou elle est tout autre. Il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. De toutes les façons, c'est la question de la représentation qui est au cœur de la problématique. Représentation donc au sens de mandat. On sait que la médiatisation et l'instrumentalisation des procédures de démocratie représentative font croire que c'est la démocratie du peuple. Un peuple qui ne peut pas exercer directement le pouvoir à l'heure actuelle à cause de l'étendue des sociétés. Alors, la démocratie devient un mirage. Chers amis, pour finir, même si le débat n'existe pas trop, on est aujourd'hui en face d'une nécessité de réforme du mandat représentatif et la valorisation de celui-ci au profit de plus de droits des citoyens. S'il n'y a pas de réforme du mandat représentatif, il y a un risque de voir s'imposer la tentation du vote sanction ou la tentation de l'abstention dans le système politique démocratique. À travers ces éléments de définition, on se rend compte clairement que le mandat représentatif n'est plus adapté aux droits politiques des démocraties actuelles. Je te remercie